gouvernement aux États-Unis. La base, selon l'IR du traité, c'est qu'en échange de la technologie militaire, nous devrions donner aux grilles des bases souterraines. On devrait les permettre d'enlever des citoyens américains, mais c'était compris à condition de les ramener sans leur faire du mal. En bon état. Les ramener en bon état. Et ensuite, ils avaient le droit de mutiler des animaux. Mais seulement des animaux. Seulement des animaux. Et ils devaient donner une liste des citoyens qu'ils avaient enlevés, MJ-12, au chef du projet. Donc, en résumé, ils donnaient de la technologie spéciale, que nous n'avons pas encore, en échange de quoi ils recevaient un petit pied-à-terre et la possibilité de faire quelques expériences inoffensives. C'était présenté comme une étude purement scientifique pour voir comment fonctionnait notre planète et tout cela. Mais quand ça a commencé à se gâcher, quand ils ont compris que d'abord ceux qui ont été enlevés, ils avaient mis des implants, comment dire des implants? Des implants. Des implants qui ont ensuite contrôlé ces gens comme nous contrôlons des animaux sauvages à qui nous faisons des implants. On a enlevé beaucoup plus de citoyens que n'était prévu. Parfois, ceux qui ont été enlevés disparaissaient à tout jamais. Bref, que ça devenait une situation hors de contrôle. Et c'est à ce moment que d'après John Lear, il y a eu une dispute au sein de MJ-12. Et il y avait ceux qui voulaient continuer à supprimer les informations, des autres qui voulaient tout dire au public pour les avertir de la catastrophe. Les gris souffriraient d'une grave carence génétique. Carence qu'ils compenseraient grâce à des enzymes prélevées sur des muqueuses de mammifères vivants. C'est l'explication des nombreuses mutilations animales constatées dans certaines parties du monde, et notamment aux États-Unis. Les humains, eux aussi, sont visés dans le cadre de ces expériences génétiques. Il y a deux cas. Là, bon, moi, j'ai pas les noms dans la tête pour l'instant, mais on les trouve dans des tas de publications maintenant. De femmes qui se rappellent avoir été enlevées. L'une, dans un cas, c'était parce qu'elle avait assisté avec sa fille à la mutilation d'un veau. Alors voilà pourquoi on peut faire la connexion, le rapprochement aux histoires de mutilation de bétail. Donc cette femme a été enlevée avec sa fille, et évidemment elle avait très peur de subir le même sort que le veau, qui a été mutilé, une mutilation classique, les yeux, la langue, les parties sexuelles, pendant qu'il était vivant, bien sûr. Et à cette femme, on lui dit non, calme-toi, ça ira très bien. C'est juste un avertissement, en fait. Bon, et puis il y a un autre cas, et il semble qu'une partie, bon, il y a une phase en ovni, et après, ça se passe dans un endroit souterrain. Alors pourquoi on dit que c'est souterrain, finalement, je suis bien en train de vous le dire. Hein, il y a toute l'enquête qui est à refaire. Mais bon, là, effectivement, tout d'un coup, je ne vois pas si ça peut être dans un lieu très grand. Il semble que ce sont les personnes qui ont eu un sentiment intime qu'elles étaient sous terre, qu'on leur a dit. Bon, voilà. Hein. Et puis il faudrait dire à nos amis européens qui, eux, ne sont pas au courant, parce qu'on n'a rien révélé. Il n'y a que nous, les ufologues avancés, qui avons répandu cette information. Il faut dire que les enlèvements de personnes sont nombreux aux États-Unis, en particulier les femmes. Il y a eu des régressions sous hypnose, et l'on a appris que ces femmes, on les avait enlevées pour des raisons particulières. Je crois qu'on peut en parler. De particulier de nom. Tu veux dire que si on fixe la terminologie rencontre de troisième type quand on voit des entités, rencontre de quatrième type quand il y a un enlèvement, rencontre de cinquième type quand il y a des manipulations sur le corps de la victime, parce qu'on peut parler de victime, il s'agit dans la plupart des cas de gens qui ont été enlevés sans leur consentement, ce sont des crimes punis par la loi aussi bien aux États-Unis qu'en France, que partout dans le monde, quand il s'agit de femmes, il y a des cas où ces femmes
sont apparemment fécondées, se retrouvent enceintes. Il y a des cas, justement, où, au bout de quelques mois, disons 3-4 mois de cet ordre, elles ne sont plus enceintes, alors qu'il n'y a eu ni fausse couche, ni avortement thérapeutique. Et il semble qu'elles aient été renlevées, parce qu'on a des cas d'ébullition, je simplifie au maximum. C'est pas une seule source, ni un seul cas, c'est des tas de cas, enfin des dizaines de cas, et un certain nombre de sources, indépendantes, complètement indépendantes à mon avis. Je pourrais expliquer pourquoi. Et donc ces femmes sont enlevées une première fois, fécondées, enlevées une seconde fois, le fœtus est prélevé, l'embryon est prélevé, et il y a même des cas où elles sont réenlevées une troisième fois, quelques années après, il y a présentation d'enfants. Il s'agit d'un enfant hybride. Il y a une source publiée qui est celle non pas de Whitley Strieber, mais de Bud Hopkins, dans le bouquin qui s'appelle Invaders, les envahisseurs. Je ne sais pas s'il est traduit encore en français. Et ça, c'est une source publique. On peut l'acheter dans des monoprix en Amérique. Comme le confirment diverses sources, les Gris ont installé d'immenses bases souterraines, principalement aux États-Unis. Selon John Lear, une des bases les plus importantes est située dans l'État du Nouveau-Mexique, près de la petite ville de Dulce. La base de Dulce était dans un coin particulièrement sauvage, mais un coin sauvage qui donne un peu parfois des sueurs froides. C'est à l'extrême nord-ouest de l'État du Nouveau-Mexique, c'est à 2000 et quelques mètres d'altitude, et dans ce secteur nord-ouest, il y a le mont Achuleta qui, lui, est à 2400 mètres d'altitude, en quelque chose près. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette base, dont on pense qu'elle est une base leader, elle abriterait non pas 5000 ibis, comme je l'ai indiqué dans Ibi Alerte Rouge, mais environ 18 000, ce qui présuppose une base très importante. Ce coin sauvage est sur la réserve indienne Jicarilla. Ce sont des Apaches. Nous étions, quelques amis et moi, dans la région vers le milieu du mois d'août 1991. Nous avons vu ce secteur, c'est impressionnant. Nous avons interrogé des gens qui reconnaissent qu'effectivement, il y a plusieurs passages d'OVNI dans la région. Nous n'avons pas pu voir cette base. Nous espérons y retourner un jour. Je ne suis pas sûr que nous puissions la voir. Et on n'est pas sûr non plus d'ailleurs d'en revenir. Ça, c'est une autre histoire. Alors, voici 2 témoignages importants. J'étais alors dans le désert au sud de Belen, au Nouveau-Mexique. Il y a une route qui va à Montener et j'étais à 8 km au nord de cette route. Je regardais la montagne au sud lorsqu'il y a eu un flash lumineux au-dessus de cette montagne qui s'est dissipé. Et quand je suis allé sur place pour examiner, je n'ai pu trouver aucun débris d'aucune sorte. Ce soir-là, avec tous les gens qui étaient... c'était au pied du mont Achuleta. Oui, du mont Achuleta, mais en fait on était déjà sur les hauteurs. On était partis très haut et on dominait tout le mont Achuleta. On était en haut du mont Achuleta et on était sur un plateau. On avait trouvé un plateau pour camper et on avait fait un très bon barbecue que Gabriel Valdez nous a préparé admirablement. Le plus jeune fils de Gabriel dit « Look », mais très fort, un look qui a surpris, une exclamation. Et on a tous levé nos têtes à ce moment-là et on a vu au-dessus de nous, dans le ciel qui était à ce moment-là devenu vraiment très noir, très après le coucher du soleil, on a vu une lumière mais qui semblait éclairer toute la montagne, qui a formé un boomerang au-dessus de nous. Ça n'est pas parti droit, c'est parti, disons, de l'ouest et c'est allé à l'est. Et ça paraissait pas très loin de nous, en fait. Comme tu verrais un nuage au-dessus de toi. Et d'une intensité extraordinaire. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. J'ai pourtant vu des tas d'avions, j'ai vu des tas d'objets familiers voler. Et alors,
à l'arrière de cette lumière extraordinaire, il y avait comme des étincelles qui se dégageaient de toutes les couleurs, de rouge, jaune et vert et bleu peut-être. Il a disparu sur la face de la montagne. Sur la face, c'est la face de la montagne. Sans laisser de traces naturelles. Sans laisser et pas le moins, comme si ça s'était volatilisé, comme un gaz, comme une bulle de savon quand elle éclate, pof, comme ça. Et Gabriel a aussitôt dit, je vous l'avais dit, on les voit tout le temps. Et effectivement, ce phénomène n'est pas rare à Dulce. Pour nous, c'était extraordinaire, c'était la première fois. Mais il disait que les Indiens témoignent d'au moins 2 apparitions comme ça par mois. Au-dessus de la montagne, ils les voient tellement qu'ils n'y font plus attention. Au-dessus du mont Archuleta. Au-dessus du mont Archuleta, essentiellement, toujours au-dessus de cette montagne. Comment une telle vérité a-t-elle pu être cachée, maintenue sous le boisseau par les autorités? Lorsque le Majestic 12 a vu le jour, dans le courant des années 40, cet organisme créé à l'instigation des bases souterraines, les autorités américaines ont contrainte, fait le blackout, fait le silence et la censure. D'abord, en essayant de convaincre le monde scientifique que les ovnis, les extraterrestres, les soucoupes volantes, tout ça c'était de la foutaise et que ça n'existait pas. Beaucoup de savants à l'époque ont marché parce que ça entrait dans leur propre vue. Ça les gênait que nous ne soyons pas les seuls à être les plus beaux, etc. Bon. Après coup, il fallait véhiculer ces mensonges, cette intoxication criminelle, on peut le dire. Et pour le véhiculer, qu'est-ce qu'il fallait? Les médias. Alors, le monde savant, porte-parole du MJ12 et du gouvernement secret, a induit en erreur les médias, qui à leur tour, en toute bonne foi, ont induit en erreur nous, les cochons de payants, toujours à payer pour les autres. Alors attention, méfiez-vous, amis, des déclarations officielles, quelles qu'elles soient, touchant les ovnis. Elles sont fausses. Le lieutenant-colonel Wendell Stevens, il y a 25-30 ans, a été nommé à un organisme militaire qui s'appelait le Project Blue Book, le projet Livre Bleu, pour soi-disant enquêter sur les ovnis avec ordre, en réalité, de les mettre sur le boisseau, d'étouffer la vérité. Wendell Stevens s'est vite aperçu qu'on voulait le manipuler. Il est parti. Il n'a plus voulu continuer dans cette voie du mensonge. Et il est devenu ufologue. Ça lui a pas apporté bonheur parce que on a essayé de le salir. Mais Wendell Stevens est un brave homme. C'est un homme qui a le courage de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a appris. Et il nous en parle. I think that MJ12 exists at a very high level. Le MJ12 existe à de très hauts niveaux, mais probablement pas dans la structure officielle du gouvernement. Il n'y a aucune trace et aucune ligne budgétaire n'est prévue. Il obtient ses fonds de différentes façons. Nous avons découvert son existence en 1979. C'était une société très secrète, composée de 6 militaires et 6 scientifiques. Ils étaient chargés d'enquêter et de maintenir le secret sur tout ce qu'ils pourraient trouver relié au phénomène OVNI. Nous avions créé des équipes de récupération dans différentes parties du pays, ceci afin d'anticiper les problèmes à venir. Lors du crash d'Aztec au Nouveau-Mexique, nous avions une équipe juste à côté, de l'autre côté de la frontière, au Colorado. Ils ont pu observer l'approche de cet objet, visiblement hors de contrôle. Il y a eu des hélicoptères sur le lieu du crash moins d'1 heure après l'écrasement. Les hélicoptères tournaient autour du site. Des gens d'une équipe spéciale habillés en bleu foncé se préparaient à prendre le contrôle des lieux. Ils avaient un uniforme bleu sans marque que je connaisse, ainsi qu'un béret bleu.
Ils ont pris en charge le secteur et ont fait partir toutes les autres autorités policières. Ils ont alors transporté l'engin vers un endroit secret. Nous pensons qu'il y a des résidus de ce crash dans un laboratoire près d'ici, ainsi qu'à Los Alamos et à la base 51 au nord du Nevada, et peut-être à d'autres endroits. Ces équipes ont donc transporté les débris et ils ont pris le contrôle du crash d'Aztec en très peu de temps et ont pu maintenir le secret. Il y a plusieurs arguments en ce qui concerne les personnes pour qui ils travaillent. Mais les membres clés du gouvernement sont également souvent membres du MJ12. Plusieurs officiers étaient membres du MJ12 et peut-être encore maintenant. Ce comité est chargé de contrôler le plus grand secret que ce pays ait. Ce secret est tel qu'aucun élu ou officiel n'a le droit de le connaître car il pourrait partir avec ce secret. Donc, un officier ou un officiel du gouvernement doit avoir un besoin très spécifique pour avoir accès à ces informations. Et généralement, il est englobé dans le groupe ou la société, ainsi, il ne divulguera rien. Nous avons déjà parlé de censure, mais il est peut-être bon d'aller plus avant dans ce domaine controversé, mais malheureusement sournois et bel et bien réel. Et ce qu'on a noté, c'est que le grand public est tellement conditionné par 40 ans de mensonges que il prend tout cela à la rigolade. La presse sérieuse ne parle des ovnis que pour rigoler, tandis que les tabloïds, ils font une censure à l'inverse. Ils exagèrent tout, ils en rajoutent, on exagère et réduit à l'absurdité de cette façon-là. Et c'est très instructif que, par exemple, les tabloïds, le National Enquirer, le propriétaire, c'est en effet un ancien du CIA. Les médias ne sont pas les seules victimes. Il y a aussi des personnes, et vraiment victimes. Par exemple, tout d'abord, on a nié l'existence du MJ12, c'était facile, ça rendait service aux canailles de la science et aux canailles des médias qui sévissent de par le monde, mais il y a quand même des documents. Par exemple, cette lettre du président Truman adressée à James Forrestal, alors secrétaire à la Défense aux États-Unis. C'était le 24 septembre 1947. Il lui parle du MJ12. Vous êtes par la présente autorisé à procéder avec toute la vitesse et la précaution nécessaire à votre enquête. Ce sujet devra être référé exclusivement comme opération Majestic 12. James Forrestal a exigé du président Truman de révéler la vérité au Sénat. On l'a convaincu qu'il était souffrant, déprimé, et qu'il était nécessaire de le garder quelques jours à l'hôpital Bethesda de la Navy, d'un grand hôpital au nord-ouest de Washington. Et là, 3 agents de la CIA l'ont étranglé, ont attaché un drap autour de son cou, on l'a défenestré, et malheureusement, le drap a cassé. Et ça fait mauvais effet, ça fait désordre, c'est ainsi qu'on a appris qu'il s'agissait d'un assassinat, qui a été nié officiellement. D'autres cas sont connus, peut-être moins définitifs. Celui, par exemple, de Paul Bennewitz. Dr Paul Bennewitz, qui est un industriel. Oh, c'est pas la maison Ford, c'est pas Chrysler, etc. C'est un petit industriel du Nouveau-Mexique qui, un jour, sur son ordinateur, a capté un dialogue entre Kirtland Air Force Base, c'est la base de l'Air Force, qui est mitoyenne de l'aéroport d'Albuquerque, l'aéroport civil, et une autre source qu'il pense avoir identifiée en celle de Dulce, la fameuse base. Alors il a été sidéré de comprendre que cette base IBI, extraterrestre, communiquait avec une base de l'Air Force. Et il a dit, je vais me mettre dans le circuit. Et Kirtland lui a dit, oui, c'est peut-être intéressant, on va se voir. Et là a commencé une abominable intoxication qui a diminué Bennewitz.